Bonjour et bienvenue dans ce cours magistral intitulé « Maîtriser l'infrastructure informatique d'entreprise ». Je suis Rabier Oussama, votre architecte pédagogique. Nous allons commencer par le module 1, Fondamentaux des serveurs et virtualisation. Ce module déconstruit le cerveau de l'infrastructure informatique en établissant la différence critique entre les composants matériels physiques et la couche de virtualisation. Leçon 1.1 Anatomie et rôle du serveur. Commençons par une mise en contexte. Imaginez un restaurant étoilé. Le processeur est le chef, la mémoire vive est le plan de travail et le disque dur est le frigo. Si le plan de travail est trop petit, le chef perd du temps à faire des allers-retours au frigo. Un serveur fonctionne exactement de la même manière. C'est le moteur physique qui propulse chaque application. L'objectif d'apprentissage ici est de déconstruire les composants CPU, RAM et stockage et de comprendre leur interaction. Passons au contenu pédagogique. Premièrement, le CPU, ou processeur. C'est lui qui traite les instructions logiques. Deuxièmement, la RAM, ou mémoire vive. Elle stocke les données dites chaudes, c'est-à-dire actives. C'est une mémoire volatile, ce qui signifie qu'elle s'efface si on éteint le serveur. Troisièmement, le stockage, ou disque dur. Il stocke les données dites froides ou archivées. C'est une mémoire non volatile. Voici un exemple pratique résolu, sur le dimensionnement de la RAM. Le problème est le suivant. Vous devez héberger un serveur pour 50 utilisateurs simultanés. Chaque session utilisateur consomme 200 mégaoctets de RAM. Le système d'exploitation consomme 4 gigaoctets à lui seul. Combien de RAM faut-il au minimum ? Voici la solution. D'abord, calculons pour les utilisateurs. 50 utilisateurs multipliés par 200 mégaoctets égale 10 000 mégaoctets, soit 10 gigaoctets. Ensuite, ajoutons le système d'exploitation. 10 gigaoctets plus 4 gigaoctets égale 14 gigaoctets. Le résultat est qu'il faut un serveur avec au moins 16 gigaoctets de RAM, qui est le standard commercial supérieur le plus proche. Passons à l'engagement interactif. Imaginez un diagramme de flux. Visualisez le trajet d'une donnée lorsque vous ouvrez un fichier Excel. Elle part du disque, va vers la RAM, puis vers le CPU pour le traitement, retourne vers la RAM et enfin s'affiche sur l'écran. Voici maintenant l'évaluation. La question est, votre serveur est lent. Le gestionnaire des tâches montre le CPU à 10% et la RAM à 99%. L'ajout d'un processeur plus rapide va-t-il régler le problème ? Voici la réponse idéale. Non. Le goulot d'étranglement est la RAM. Le serveur est en train de swapper, c'est-à-dire qu'il utilise le disque lent comme mémoire de secours. Ajouter de la puissance processeur ne servira à rien. Il faut ajouter de la mémoire vive. Leçon 1.2. La révolution de la virtualisation. Mise en contexte. Avant, la règle était un serveur égale une application. Cela gaspillait 90% des ressources. La virtualisation permet de créer un immeuble numérique où plusieurs serveurs virtuels habitent sur un seul serveur physique. L'objectif est de comprendre l'hyperviseur et le concept de consolidation. L'hyperviseur est une couche logicielle comme VMware ou Hyper-V qui s'installe sur le métal et distribue les ressources. Une machine virtuelle, ou VM, est une machine complète encapsulée dans un fichier logiciel. La consolidation permet de réduire le nombre de machines physiques pour économiser l'électricité et la maintenance. Voici un exemple pratique résolu sur le taux de consolidation. Problème. Une entreprise possède 20 vieux serveurs physiques. Chaque serveur utilise seulement 10% de son CPU et 4 gigaoctets de RAM. Vous achetez un nouveau serveur physique puissant équipé d'un hyperviseur avec 128 gigaoctets de RAM. Pouvez-vous tout virtualiser dessus ? Solution. Le besoin total en RAM est de 20 serveurs multipliés par 4 gigaoctets, ce qui égale 80 gigaoctets. La capacité de l'hyperviseur est de 128 gigaoctets. Le résultat est oui, 80 gigaoctets est inférieur à 128 gigaoctets. Vous remplacez 20 machines physiques bruyantes par une seule, réduisant massivement la facture électrique. Pour l'activité, listez mentalement 3 avantages d'une VM par rapport à un serveur physique. Par exemple, les snapshots, le clonage rapide et l'indépendance du matériel. Évaluation. Question.
Qu'est-ce qu'une snapshot en virtualisation et pourquoi est-ce impossible sur un serveur physique classique? Réponse idéale, une snapshot est une photo de l'état de la machine virtuelle à un instant T. Elle permet de revenir en arrière instantanément après un plantage. C'est impossible en physique car on ne peut pas figer l'état électrique et mécanique d'un disque dur physique pour y revenir d'un clic. Passons au module 2, stratégie de stockage d'entreprise. Leçon 2.1, technologie et hiérarchie. HDD contre SSD contre SAN. L'objectif est de choisir le bon support de stockage selon le besoin, en arbitrant entre vitesse et coût. Le HDD est un disque mécanique. Il n'est pas cher, a une grosse capacité, mais il est lent. Il est idéal pour l'archivage. Le SSD est un disque flash. Il est plus cher, a une capacité moyenne, mais il est ultra rapide. Il est idéal pour les bases de données et les systèmes d'exploitation. Le SAN, ou baie de stockage, est un stockage partagé centralisé, vital pour le clustering. Exemple pratique résolu sur le calcul de performance iOS. Problème. Une base de données nécessite 5000 opérations par seconde, ou iOS, pour être fluide. Un disque dur mécanique HDD fournit 100 iOS. Un disque SSD fournit 10 000 iOS. Que choisissez-vous? Solution. Option HDD. Il faudrait mettre 50 disques HDD en parallèle, car 50 fois 100 égale 5000 pour atteindre la vitesse. C'est très cher en espace et en énergie. Option SSD. Un seul disque SSD suffit car 10 000 est supérieur à 5000. Résultat, il faut choisir le SSD. Activité d'architecte de stockage. KA. Stocker 10 ans de vidéos de surveillance consultées rarement. La réponse est HDD. KB. Serveur de trading haute fréquence. La réponse est SSD. Évaluation. Question. Pourquoi utilise-t-on une baie de stockage SAN partagée dans un cluster de virtualisation plutôt que des disques locaux? Réponse idéale, pour la haute disponibilité. Si le serveur A tombe en panne, le serveur B doit pouvoir redémarrer les machines virtuelles. Pour cela, le serveur B doit avoir accès aux fichiers des VM. Si les fichiers étaient stockés localement dans le serveur A, ils seraient perdus avec lui. Avec un SAN, les données sont accessibles par tous les serveurs. Module 3. Infrastructure réseau. Leçon 3.1. Switching et adressage. L'objectif est de comprendre comment les données naviguent et la différence entre IP et MAC, switch et routeur. Le switch connecte les appareils dans un réseau local, ou LAN. Il utilise l'adresse MAC physique. Il est intelligent, contrairement au hub. Le routeur connecte différents réseaux, par exemple le LAN vers Internet. Il utilise l'adresse IP logique. Pour le câblage, on utilise la fibre pour la distance et la vitesse, et le câble RJ45 pour la proximité. Exemple pratique résolu. Le trajet du paquet. Scénario. Le PCA veut envoyer un fichier au PCB dans le même bureau sur le même réseau local. Fonctionnement. Premièrement, le PCA demande « Qui a l'IP de PCB ?» Deuxièmement, le PCB répond « C'est moi, voici mon adresse MAC ». Troisièmement, le PCA envoie les données au switch. Quatrièmement, le switch regarde sa table et délivre le paquet directement au port où est branché le PCB. Il n'envoie rien au routeur car c'est local. Activité. Tracer le câble, identifier le cheminement. Prise murale, vers panneau de brassage, vers switch, vers cœur de réseau. Évaluation. Question. Quelle est la différence fondamentale entre un hub obsolète et un switch? Réponse idéale. Le hub est bête. Il envoie les données qu'il reçoit à tous les ports connectés, créant des collisions et de l'insécurité. Le switch est intelligent. Il n'envoie les données qu'au destinataire spécifique grâce à l'adresse MAC, ce qui est plus rapide et plus sûr. Module 4. Cybersécurité. Leçon 4.1. Défense en profondeur. L'objectif est de protéger l'infrastructure avec le firewall et les bonnes pratiques. Le firewall, ou pare-feu, filtre les ports qui sont les portes d'entrée réseau. Le patch management consiste à mettre à jour les logiciels pour combler les failles. La surface d'attaque signifie que moins on a de services ouverts, moins on risque d'être attaqué. Exemple pratique résolu. Règle de pare-feu. Problème. Vous installez un serveur web. Par défaut, le firewall bloque tout. Que devez-vous ouvrir pour que les gens voient le site? Solution. Il faut identifier le protocole web.
HTTP sur le port 80 et HTTPS sur le port 443. Ensuite, créez la règle « Autoriser TCP port 80 et 443 depuis n'importe où vers le serveur web ». Attention, ne jamais ouvrir le port 3389, bureau à distance, à tout Internet. Activité d'audit. Vous voyez une règle firewall « Allow any to any ». Est-ce bon? Non, c'est une faille critique. Évaluation. Question. Pourquoi le patch management est-il souvent considéré comme plus important que l'antivirus? Réponse idéale. L'antivirus est un filet de sécurité qui attrape les menaces connues. Le patch management ferme la faille par laquelle la menace entre. Si vous patchez une faille Windows, le virus ne peut même pas entrer, rendant l'antivirus inutile pour cette attaque spécifique. Mieux vaut prévenir que guérir. Module 5. Haute disponibilité et plan de reprise d'activité. Leçon 5.1. Redondance, RPO et RTO. L'objectif est de calculer le coût de la perte de données et définir la stratégie de reprise. Un SPOF, ou point unique de défaillance, est ce qui casse tout le système si ça tombe en panne. Le RPO, Recovery Point Objective, est la perte de données maximale acceptable. Par exemple, perdre 1 heure de travail. Le RTO, Recovery Time Objective, est le temps d'arrêt maximal acceptable. Par exemple, le site peut être hors ligne 4 heures. Exemple pratique résolu. Calcul d'impact financier. Scénario. Une entreprise de e-commerce génère 10 000 € de vente par heure. Cas 1. Architecture low cost avec sauvegarde simple. Le RTO est de 24 heures. Le coût du crash est donc de 24 heures multiplié par 10 000 €, soit 240 000 € de perte. Cas 2. Architecture haute disponibilité avec cluster. Le RTO est de 1 minute. Le coût annuel de la solution est de 50 000 €. Décision. Le crash coûte 240 000 €. La protection coûte 50 000 €. L'investissement est rentable dès la première panne majeure. Activité. Pour un blog personnel sans revenu, quel RTO choisissez-vous? Probablement 24 ou 48 heures, car c'est gratuit. Pour un hôpital, quel RTO? Proche de 0. Évaluation. Question. Quelle est la différence entre la haute disponibilité et le disaster recovery? Réponse idéale. La haute disponibilité gère les pannes locales, comme un disque cassé, de manière automatique pour que le service ne s'arrête pas. Le disaster recovery gère la perte du site entier, comme un incendie. Il implique souvent un arrêt de service et un redémarrage sur un site secondaire. Module 6. Protection des données et sauvegarde. Leçon 6.1. Stratégie 3-2-1. L'objectif est de ne jamais perdre de données. La règle 3-2-1 signifie 3 copies sur 2 supports différents, dont une copie hors site. Attention au ransomware. Si la sauvegarde est connectée au réseau en permanence, elle sera aussi cryptée par le virus. Exemple pratique résolu. Application de la règle 3-2-1. Situation. Vous copiez vos fichiers sur un disque USB posé sur le serveur. Est-ce suffisant? Analyse. Avez-vous 3 copies? Non, seulement 2, l'original et l'USB. Avez-vous 2 supports? Oui, le disque serveur et le disque USB. Avez-vous une copie hors site? Non. Si le bâtiment brûle, tout brûle. Correction, il faut ajouter une copie envoyée vers le cloud, comme Amazon S3 ou Azure Blob, la nuit. Activité. Planning de sauvegarde. Faites une sauvegarde complète le vendredi soir, car c'est long, et des sauvegardes incrémentielles du lundi ou jeudi, car c'est rapide. Évaluation. Question. Pourquoi préfère-t-on les sauvegardes incrémentielles en semaine plutôt que des complètes? Réponse idéale. La sauvegarde complète copie tout, ce qui est très long et sature le réseau. L'incrémentiel ne copie que ce qui a changé depuis la veille, les deltas. C'est beaucoup plus rapide et économise l'espace de stockage. Module 7. Cloud Computing. Leçon 7.1. IFS, PaaS, SaaS et CAPEX contre OPEX. L'objectif est de comprendre les modèles économiques et techniques du cloud. Le CAPEX, c'est acheter le matériel. C'est le modèle on-premise. L'OPEX, c'est louer le service par abonnement. C'est le modèle cloud. Les niveaux de gestion sont IFS, PaaS et SaaS. Exemple pratique résolu.
Comparaison du coût total de possession, ou TCO. Option A. On-premise. Achat serveur 5 000 €. Électricité et climatisation sur 3 ans, 2 000 €. Maintenance, 1 000 €. Le total est de 8 000 €. Option B. Cloud IFS. Location instance à 150 € par mois. Sur 3 ans, soit 36 mois, 150 multiplié par 36 égale 5 400 €. Résultat, le cloud est moins cher ici, 5 400 € contre 8 000 € sans compter le gain de flexibilité. Activité de tri. Gmail et du SaaS. Louer une VM Linux vide et du IFS. L'hébergement de bases de données SQL gérées et du PaaS. Évaluation. Question. Dans le cloud, qui est responsable de la sécurité physique des serveurs? Réponse idéale, c'est toujours le fournisseur cloud comme AWS ou Azure. Le client n'a jamais accès au data center physique. C'est le principe de la responsabilité partagée. Module 8. Gestion opérationnelle. Leçon 8.1. Infogérance. L'objectif est de savoir quand déléguer la maintenance. Un MSP est un prestataire qui gère l'IT au quotidien. Un bon MSP est proactif et répare la panne avant que vous ne la voyiez grâce au monitoring. Exemple pratique résolu. Analyse de rentabilité. En interne, embaucher un administrateur système coûte environ 50 000 € par an plus les charges, soit environ 80 000 € par an. Avec un MSP, un contrat de maintenance pour 50 utilisateurs coûte 2 000 € par mois, soit 24 000 € par an. Conclusion, pour une PME, le MSP est beaucoup plus rentable et offre souvent une équipe d'experts au lieu d'une seule personne généraliste. Activité. Définissez ce qu'on garde en interne, comme la stratégie métier, et ce qu'on donne au MSP, comme le patching et le support. Évaluation. Question. Quel est l'outil principal utilisé par les MSP pour gérer des centaines de parcs informatiques à distance? Réponse idéale, un RMM. Remote Monitoring and Management. C'est un logiciel installé sur tous les postes clients qui remonte les alertes au tableau de bord du prestataire en temps réel. Module 9. Étude de cas et synthèse. Leçon 9.1. Architecture finale. L'objectif est de synthétiser tout le cours dans un design complet. Nous allons voir le design hybride, le meilleur des deux mondes. Exemple pratique résolu. Architecture startup e-commerce. Besoin, un site web rapide avec des pics de trafic et des données bancaires ultra sécurisées. Architecture proposée. Premièrement, le front-end ou site web, il est hébergé dans le cloud public en PaaS avec autoscaling. Si 10 000 clients arrivent, le cloud ajoute des serveurs automatiquement. Deuxièmement, le back-end ou données bancaires, il est stocké sur une base de données privée isolée avec un cryptage fort. Troisièmement, le backup. Des snapshots toutes les heures et une réplication vers une autre région géographique pour le disaster recovery. Activité, critique d'architecture. On vous présente un plan où le serveur de base de données est accessible directement depuis Internet sans pare-feu. L'erreur est le risque de piratage immédiat. Il faut le cacher derrière le serveur web et un firewall. Évaluation finale. Question capstone. Une entreprise veut migrer dans le cloud pour réduire ses coûts. Mais elle possède une application très vieille, dite Legacy, qui ne tourne que sur Windows 2003 et nécessite une clé USB physique de licence branchée en permanence. Est-ce un bon candidat pour le cloud? Réponse idéale, non, c'est un très mauvais candidat. Premièrement, le cloud ne gère pas bien les périphériques matériels comme les clés USB, car les serveurs sont virtuels. Deuxièmement, Windows 2003 est obsolète et dangereux pour la sécurité sur un réseau cloud public. La recommandation est de garder cette application sur site, isolée, ou de payer pour la réécrire en technologie moderne avant de migrer. Conclusion du cursus. Félicitations. Vous avez traversé l'intégralité du spectre de l'infrastructure IT. Vous savez maintenant calculer les besoins matériels CPU et RAM, vous savez choisir le stockage intelligent entre SSD et SAN, vous savez connecter les systèmes via le réseau, vous savez protéger le château grâce à la sécurité, vous savez assurer la survie avec le backup et le disaster recovery. Et vous savez optimiser les coûts grâce au cloud et à l'OPEX. Vous possédez les clés pour dialoguer d'égal à égal avec des DSI, des architectes cloud ou des techniciens système. L'infrastructure n'est plus une boîte noire, mais un ensemble logique de briques que vous savez assembler. Ceci marque la fin de la formation.
Merci de votre écoute.